Good afternoon, everyone. Bonjour. Je suis la vice-présidente des programmes et des partenariats au Centre de recherche pour le développement international. My name is Dominique Charron. Dominique Charron, vice-présidente de programmes et partenariats au Centre de recherche en développement international. Alors, j'aimerais reconnaître d'abord que nous sommes sur un territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine. On les remercie de partager leur territoire avec nous. There are headsets available for the... Pour ceux et celles qui auraient besoin de traduction simultanée, même si les présentations auront lieu en anglais. Célébrer la Journée internationale des femmes est une tradition de longue date au CRDI et un honneur pour moi d'être ici donc aujourd'hui pour ouvrir le débat de cette année. Nous savons que l'égalité entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les sexes de façon plus générale est un objectif louable et nous savons aussi que c'est nécessaire pour arriver à des communautés durables et saines. Les conditions économiques difficiles et la gouvernance faible sont des facteurs qui nuisent à l'égalité entre les sexes. La violence faite aux femmes aussi, qui est le sujet de notre conversation aujourd'hui, est l'une des manifestations les plus viscérales de ce défi mondial. Ensemble, des chercheurs et des partisans travaillant dans les pays du Sud pour identifier des solutions allant de la formation en sécurité numérique pour les femmes à l'action collective pour un changement positif pour l'égalité du genre. Their work, our panelists, validates the critical... Alors, nos panélistes valident le rôle crucial qu'ils jouent pour identifier les causes profondes de la violence. Ils partageront leurs expériences et leurs idées de solutions et mettront au défi les hommes, les femmes, les communautés pour régler et se débarrasser de la violence faite aux femmes. Le CRDI est engagé à ce genre de recherche qui s'attaque aux enjeux complexes à la base de l'égalité entre les sexes et contre la violence. Et voilà, cela peut prendre du temps et le CRDI contribue à rassembler les gens pour trouver des solutions à ces problèmes complexes. Par ailleurs, et pour toutes ces raisons, le CRDI est fier d'être co-parrain avec le gouvernement du Canada et plusieurs autres à la conférence Women Deliver qui a lieu à Vancouver en juin, dans 86 jours. Conférence au monde sur l'égalité des sexes et constitue une occasion vraiment précieuse et spéciale de pouvoir travailler ensemble et de mettre en place un programme d'action qui est vraiment fondé sur les données probantes, les résultats de la recherche, les évidences. Today's event marks the second to last panel. Aujourd'hui, c'est l'avant-dernier panel à notre série de solutions pour l'égalité entre les sexes. Nous avons hâte de vous présenter un programme complet d'activités pour la conférence qui viendra en juin. Pour le moment, j'ai le plaisir de vous présenter la présidente du CRDI, Margaret Biggs, qui sera la modératrice de cet après-midi. Conseil d'administration du Centre de recherche pour le développement international, Margaret Biggs, qui présidera ce panel. Margaret served as president of the Canadian International... Elle est présidente du CRDI et elle a été présidente de l'ACDI de 2008 à 2013 et elle s'est occupée du développement international et de l'aide humanitaire pour le Canada. Elle a déjà été secrétaire adjointe au cabinet et secrétaire adjointe pour les priorités et la planification au bureau du conseil privé. Entre autres choses, elle est une championne de l'égalité entre les sexes et c'est un grand honneur que de l'avoir avec nous aujourd'hui. Margaret, à vous la parole.
Thank you very much, Dominique, and good afternoon. Merci beaucoup, Dominique. Bon après-midi à tous. Merci encore d'être ici au CRDI pour célébrer la Journée internationale des femmes et participer à cette discussion importante. Et je suis heureuse, moi, d'être modératrice cet après-midi et de vous présenter nos panélistes qui vont nous partager leur expertise, leur connaissance sur le thème, comme vous le savez, au travail, en transport en commun et en ligne. Qui sont ici pour nous faire profiter de leur expertise sur le thème du jour, au travail, dans les transports en commun, en ligne, solutions visant à contre la violence fondée sur le sexe. So, gender-based violence. Alors, la violence fondée sur le sexe, sous toutes ses formes, est profondément enracinée dans bien des pays développés comme en voie de développement. Et ceci ne concerne pas seulement les femmes, mais les sociétés au complet. Nos panélistes vont décrire leur expérience de violence faites aux femmes et aux groupes marginalisés en milieu de travail, dans les transports en commun et dans les milieux numériques. Alors, les leçons que nous prendrons aujourd'hui reflètent les projets qui sont soutenus par le CRDI au Brésil, en Inde et au Pakistan. Les membres du panel vont nous expliquer comment les obstacles structurels contribuent à la vulnérabilité des femmes. Et ils vont nous parler des outils, des démarches et des politiques qui pourraient aider à démanteler ces obstacles et éliminer la violence fondée sur le sexe. Alors, je vous présente nos panélistes. À ma droite, Joanna Varon, qui est fondatrice, directrice et stratège politique à Coding Rights, une organisation établie au Brésil qui travaille pour exposer et corriger les déséquilibres de pouvoir en technologie et dans toutes ses applications. Elle est avocate, chercheur et responsable de projet à la Ford Foundation et à la Banque mondiale. Et ici, à ma droite, j'ai Rakhi Sehgal, qui est chercheure et militante en Inde. Elle soutient les femmes travailleuses à la Working Women's Union. Elle a été consultante auprès du BIT et elle est maintenant en charge d'un projet auquel participent 4 pays et que parraine le CRDI. Au centre, Amar Malik est directrice associée de la recherche à Evidence for Policy Design de l'Université Harvard, Kennedy School, et il supervise les portefeuilles de recherche sur le marché du travail et l'éducation au Moyen-Orient. Et il fait de la recherche aussi sur l'habilitation économique et la résilience urbaine. Bienvenue. Alors, nous avons 3 panélistes magnifiques, chercheurs avec nous, et nous allons procéder en 3 blocs. Nous allons d'abord préparer le terrain avec chacun des experts qui vous décrira son expérience de la violence fondée sur le sexe. Et ensuite, nous allons passer à une ronde rapide de discussion où les panélistes vont nous expliquer rapidement quels sont les moteurs structurels qui alimentent ce genre de violence. Et la 3e partie se portera sur les solutions. Certains des résultats émergents suite à la recherche, les interventions prometteuses et la façon d'aborder la violence axée sur le sexe. Et ensuite, nous allons passer à vous tous, à l'auditoire, pour que vous puissiez participer, poser vos questions aux panélistes. Alors, notez bien vos questions pour plus tard. Alors, voilà. Alors, nous allons passer à la discussion. Chacun des panélistes travaille dans des contextes différents, diverses régions également. Alors, prenez un instant pour bien comprendre leur contexte respectif. On commence avec Rakhi. Votre travail analyse la violence en milieu de travail, la violence faite aux femmes dans le secteur vestimentaire au Bangladesh. Alors, dites-nous s'il y a vraiment beaucoup de violence et quelles ont été vos expériences en matière de violence faite aux femmes dans ce secteur et ce que vous faites dans le cadre de votre recherche.
Eh bien, cette violence est l'une des premières causes du roulement énorme dans cette industrie. En 2016, Sisters for Change ont constaté qu'une personne sur 4 dans l'industrie vestimentaire avait vécu la violence, 1 sur 7 avait été violée et 3,6% seulement des cas soulignés ont résulté dans la prise d'action et aucune accusation criminelle n'a été portée contre les perpétrateurs. Alors, en 2015, la Fédération du commerce s'est concentrée sur les compagnies et a constaté que 35% des compagnies indiennes, 25% des compagnies multinationales ne respectaient pas la loi indienne relativement à la violence sexuelle faite aux femmes. En plus, 54% de ces compagnies n'avaient pas les mesures disciplinaires et pénales pour le harcèlement sexuel en milieu de travail, ce qu'elles seraient censées avoir. Alors, pourquoi les femmes nous ont dit qu'elles devaient obtenir la permission des hommes dans leur famille pour aller travailler et ensuite elles sont confrontées à du harcèlement en route vers le travail. Une fois arrivées à l'usine, le genre de violence qui les attend va des habits virtuels, de commentaires sexuels, de blagues malaisantes, de toucher, de toutes sortes d'excuses pour leur toucher aux cheveux, aux épaules, au dos, la coercion, le viol, la privation de liberté. Alors, le travail est également très intense. Elles subissent beaucoup d'humiliation, d'intimidation. Certaines femmes nous ont même dit que pendant les pauses, si elles veulent aller aux toilettes ou se soulager de crampes menstruelles, les hommes leur posent des questions inappropriées et invasives sur leur vie sexuelle. Alors, pour ce qui est des moteurs de la violence, ça commence avec le manque de contrats d'emploi formels. L'emploi est très précaire et elles peuvent être renvoyées à tout moment. On leur donne du travail sur une base quotidienne seulement. Et ensuite, la transmission de normes patriarcales et sociales est très forte. Et cela suffit pour faire perdurer ces normes, ce qui est un gros problème. N'oubliez pas que plusieurs de ces femmes sont d'origine rurale, avec très peu de scolarité. Elles sont extrêmement vulnérables, sous-payées et elles travaillent beaucoup trop, ne peuvent se syndiquer. Et quand elles essaient de se révolter, on dit que c'est une fausse plainte, on les traite comme des menteuses, on leur dit qu'ils tournent un problème de production en une question de harcèlement sexuel et que c'est une fausse plainte. Alors, c'est le genre de violence auquel ces femmes sont confrontées. J'espère qu'on pourra en parler encore un peu plus. Merci. Alors, maintenant, je passe à Amar. Vous travaillez dans le domaine des médias sociaux et la mobilité, les problèmes de mobilité des femmes. Votre recherche est concentrée sur la violence faite aux femmes dans les transports en public au Pakistan. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus de votre recherche? Quelles sortes de violences connaissent les femmes dans leur milieu de travail ou quand elles sont dans des transports en commun? Les femmes font face au harcèlement partout dans le monde, dans les transports en commun, et on sait que plus de 80% des femmes ont dit avoir été victimes de harcèlement verbal ou sexuel dans un transport en commun. La ville sur laquelle nous nous concentrons, Noura, la deuxième plus grande ville du Pakistan, la situation est la même. Et comment j'en suis arrivée à ce sujet? J'explique. Ma dissertation, ma recherche portait essentiellement sur l'impact économique du transport en public ou transport en commun. Et alors que j'étudiais les données, sondage après sondage, j'ai constaté que les hommes et les femmes avaient des expériences tout à fait différentes, même des gens de même origine. Je vous donne un exemple. Les femmes sont 4 fois
plus susceptibles de voyager avec des enfants. Alors, si un ascenseur ne fonctionne pas ou un escalier mobile, c'est un gros problème pour elles. Elles sont 2 fois plus susceptibles de marcher pour aller travailler au lieu de prendre le transport en commun. Donc, si elles marchent sur la rue et qu'il fait chaud ou qu'il pleut, ça devient un problème. Ensuite, elles doivent payer 2 fois plus cher pour le transport en commun et en dépit du fait qu'elles ont 30% moins de revenus dans l'ensemble. Alors, ce que j'ai compris, c'est que le harcèlement est partout et qu'on n'en parle pas vraiment dans les affaires publiques. Donc, on a décidé, avec l'aide du CRDI et d'autres collègues, on a décidé de concevoir une appli intelligente que l'on donne à 20 ou 25 personnes, 25 femmes surtout, pour qu'elles parcourent la ville, qu'elles fassent leurs affaires comme d'habitude. Et au cours de leur déplacement, on leur envoie des petits messages. Par exemple, on dirait, est-ce que vous pouvez faire un petit sondage? On leur demandait des questions sur leur perception de la sécurité, des choses comme je suis dans une allée sombre, quelqu'un peut me suivre. Ou alors, il y a un vendeur qui est sur la rue, les conditions à l'arrêt d'autobus sont très mauvaises. Et puis, avec des centaines et des centaines de sondages, on a compilé le tout pour créer des cartes sur les différents facteurs qui contribuent à la violence. Et ainsi, on a remis cela aux décideurs en espérant que leur politique améliore la sécurité. Autre chose qu'on a constaté, c'est que quand on sort de chez soi, pour arriver au système de transport en commun, que ce soit l'autobus ou le train, c'est un gros problème. Ensuite, attendre pour prendre l'autobus. Une fois qu'on est à bord de l'autobus, quand il y a des caméras, etc., donc vous êtes plus en sécurité. On se rend compte qu'il y a les femmes sont confrontées au harcèlement en milieu de travail et ça ne coûterait pas très cher pour régler ces problèmes. Merci, Omar. Je vais passer à Joanne. Votre organisation utilise la technologie. Alors, que pouvez-vous nous dire? Comment vous utilisez ce que vous avez fait en matière de violence axée sur le sexe? Alors, c'est malheureusement devenu très, très fréquent. Les réseaux sociaux sont ciblés de censure et de haine, donc de violence, de sexisme ou d'autres expressions de violence. À Coding Rights, quand nous faisons partie d'un réseau de sécurité physique, nous faisons de la promotion sur la sécurité, mais il y a aussi des dossiers qui nous sont transmis pour aide. Parfois, il s'agit de femmes qui sont harcelées par leur ex-partenaire, ou parfois ce sont des personnes queer qui sont plus visibles, comme des journalistes, des politiciens, des artistes, des militants et même des joueurs. Ils doivent apprendre à jouer entre leur liberté et le pouvoir que peut leur donner l'Internet et les menaces. Un événement paradigmatique récent était un groupe de femmes qui faisait la promotion d'un candidat à la présidence. Ils voulaient se grouper dans un groupe appelé Women Against Bolsonaro. Ils s'exprimaient contre les droits d'égalité aux LGBT. Alors, la première chose qu'on a fait durant la première et deuxième ronde d'élection, c'est de rejeter cette manifestation. Leur
page Facebook a été envahie et piratée. Les femmes ont été expulsées du groupe. Les pirateurs ont commencé à ajouter des participants et l'information personnelle des gens aussi a été coulée sur l'Internet. Un jour avant la protestation, quelqu'un a été attaqué. Une femme a été attaquée devant sa maison, et ainsi de suite. Malgré tout, parce que les femmes sont fortes, il y a eu d'énormes protestations partout dans la ville, et c'est ce que voulait le président. Donc, il y a un continuum entre l'interaction en ligne et hors ligne. En fait, souvent, ces interactions sont fausses parce qu'il est difficile de distinguer les conséquences des actions. Cette notion est très importante à comprendre parce que ces défis historiques sont difficiles à régler parce que ça fait partie d'un historique. Donc, le défi, c'est l'accès à la justice, le manque de sensibilité des forces policières, etc. Merci beaucoup, Johanna. Donc, nous avons maintenant une compréhension du contexte. Je vais demander à chacun d'entre vous maintenant, d'après vos recherches, quelles sont les causes sous-jacentes de cette violence fondée sur l'excès? C'est quelque chose que le CRDI favorise. Alors, Anne-Marie, vous pourriez peut-être prendre une minute pour mettre l'accent sur les sources. La mobilité d'une personne, que ce soit un homme ou une femme, est fonction de 3 facteurs. D'abord, il y a les circonstances personnelles, votre revenu, est-ce que vous avez une voiture, est-ce que vous pouvez marcher de façon appropriée, ou est-ce que vous vivez dans un quartier sécuritaire, ou est-ce qu'il y a 2 pieds d'eau à la sortie de votre maison. Il y a aussi des facteurs sociétaux. Est-ce qu'il y a suffisamment de demandes d'emploi? Est-ce que vous pouvez vous rendre à un emploi? Question de mobilité. Donc, à tous ces niveaux-là, les femmes font face à des conditions très particulières. Ce que j'ai constaté dans mon travail, pas seulement au Pakistan, mais ailleurs, c'est que les politiques publiques ne portent pas sur ces circonstances singulières. On travaille surtout pour les hommes. Son CGI comme une personne étant individuelle et comment d'autres groupes sont touchés différemment. Même question pour vous, Anna. Pourriez-vous mettre l'accent sur les facteurs structurels et internationaux de la violence? Par exemple, les coûts dans la région, la migration entre les districts, la propriété d'actifs ou de terrains, et 99% du personnel est masculin. Ensuite, il y a l'absence de primauté du droit, surtout dans certains pays, et l'absence de loi sur le harcèlement en milieu de travail et des choses qui minent et qui obstruent les négociations collectives parce qu'il y a certains secteurs qui font partie de la chaîne d'approvisionnement international et qui font l'objet d'arbitrage. Il y a aussi des salaires qui sont absolument insuffisants et bien souvent on met l'accent sur les droits des investisseurs plutôt que des travailleurs. Et on n'aide pas les travailleurs à remettre les choses en équilibre. Merci.
Jonah, vous avez parlé un peu de la manière dont la violence est un facteur en ligne et hors ligne. Quelles sont les différences en ce qui concerne la violence qu'éprouvent les femmes en ligne? Oui, je pense qu'il faut tenir compte du fait que la technologie maintenant est devenue une source de violence à l'échelle internationale à ce jour. Donc la classe, la race, une expression sexuelle non hétéro. Ce sont ceux qui sont les plus ciblés en ligne. En tant que personne queer, je suis de l'extrême droite au Brésil. Je pense que mon existence est beaucoup plus menacée en ligne parce que j'ai cette identité. Mais j'ai aussi beaucoup de privilèges. Je me sens plus protégée dans certains cas. Donc, je pense qu'il faut dire que l'intersectionnalité est quelque chose qui doit être déconstruit dans une certaine mesure par couche, mais c'est possible sous de nombreuses formes. C'était le carnaval au Brésil. J'ai décidé de passer le carnaval pour venir ici. Merci. Mais j'ai eu l'occasion d'avoir un moment très touchant, la parade de Mangueira. Leur tâche dans l'avenue, c'était de réécrire l'histoire très brièvement en prévoyant un espace pour d'autres héros qui ne sont pas dans les livres d'histoire. Un espace pour les Noirs, les pauvres, et les Autochtones et les héros dans l'avenue. En me déplaçant maintenant de la colonisation à de nos jours, j'aimerais rendre hommage à Adélie Franco, qui est notre représentante et qui se bat contre la brutalité policière et les jeunes qui sont tués dans les favelas. Elle a parlé aussi d'autres questions. Il semble que la semaine prochaine, ça aura été 1 an depuis son assassinat, rien ne s'est passé. Personne n'a accepté la responsabilité. J'ai organisé une énorme manifestation contre ça. Ce que je dois souligner, c'est que Mangueira a réussi à présenter une classe maîtresse d'intersectionnalité devant tout le monde, du moins tout le Brésil, de façon très imaginative et puissante. Et il faudrait avoir plus d'expérience comme ça. Merci d'être venu au Canada. On ne saurait pas si vous ne l'aviez pas dit. Bon, nous allons maintenant passer à la 3e section pour voir quelles leçons on peut commencer à appliquer. Bon, pour s'attaquer à la violence fondée sur l'accès dans le milieu du travail, il faut la participation du secteur privé et du secteur public. Quelles sont les recommandations politiques clés que vous feriez aux employeurs dans le secteur du vêtement? Au départ, des conditions de travail non hostiles. Il faut empêcher qu'il y ait des innuendos, des blagues, des calembours qui soient éliminés et de façon valable, pas de façon superficielle. Nous avons une des grandes firmes d'exportation en Inde et on ne supporte pas les paroles un peu libres. Si les gens aiment leur travail, il n'y a pas de problème à faire des blagues. Mais les travailleurs et travailleuses se sont plaintes de violence et de déplaisir. Donc, au lieu d'avoir une seule facture qui représente toutes
manufactures, il faudrait que toutes les manufactures soient conformes. Dans nos recherches, on a conclu aussi que surtout dans le nord de l'Inde, des 65 discussions que nous avons eues dans une manufacture, les femmes sont mieux payées pour, par exemple, la broderie et aussi les retouches. Et tous les superviseurs et les gestionnaires doivent être promus. Les femmes viennent au travail, mais on les incorpore dans les rangs les plus bas, dans les emplois les moins rémunérés. Donc, il est difficile de faire son possible pour obtenir plus de formation et de compétences et monter dans la chaîne d'approvisionnement. Ça fonctionne parce qu'un autre grand exportateur de la région a monté un programme de formation des femmes pour qu'elles deviennent superviseurs. Elles ont été promues avec une augmentation de 30 à 35 ce qui a permis d'augmenter leur amour-propre, aussi d'augmenter le revenu de jusqu'à 50 Donc, c'est ce qu'on peut faire immédiatement dans l'environnement pour mieux définir leur milieu de travail et aussi les aider à monter dans la hiérarchie. Maintenant, le secteur public. Que peut faire le gouvernement, les fonctionnaires, les agences? Le malheureux, qu'en 2019, on parle d'infrastructures fondamentales pour les travailleurs. Je pense que le gouvernement de l'Inde, de l'Indonésie, peuvent offrir des options de logements abordables, ou même des auberges pour les femmes, ou même des crèches pour les femmes pour qu'elles puissent faire garder leurs enfants. Et comme Amar l'a dit, augmenter les possibilités de transport abordables, c'est l'élément clé. Les femmes que nous avons interviewées nous ont dit qu'elles veulent que le gouvernement veille à ce que les voies publiques entre les secteurs industriels et leurs maisons soient bien éclairées. Ça ne coûte pas grand-chose. Et que les vendeurs ne soient pas dans des endroits isolés. Il faudrait aussi des patrouilles policières. Bien souvent, c'est un policier qui finit par les harceler. Il faudrait aussi que ce soit des femmes. En 2013, on a mis sur pied des comités locaux de plainte. Vous avez un mécanisme, donc, au niveau du district, où vous pouvez déposer une plainte. Mais ces comités fonctionnent à peine. Donc, le gouvernement doit faire quelque chose et assurer leur bon fonctionnement et une bonne surveillance. Il y a aussi la promotion et la formation des femmes. On a dit que lorsque les femmes sont formées et connaissent bien leurs droits, elles se considèrent comme des citoyennes ayant des droits. Il faut voir ce qu'elles font face à la violence dans leur milieu de travail ou à la maison. Donc, les autorités locales devraient être partenaires avec l'industrie. Pour ces organisations, il faudrait aussi mettre sur pied des colonies là où elles vivent pour les informer sur leurs droits davantage. Et bien sûr, je suis syndicaliste. Je dirais qu'il faut mettre sur pied beaucoup plus de syndicats. Le gouvernement devrait encourager la formation de syndicats afin que les employeurs puissent cesser d'essayer d'éliminer les syndicats. Lorsque les femmes sortent de l'isolement de la maison, elles travaillent avec d'autres femmes en groupe. L'amitié a beaucoup de puissance et de confiance.
Et elles peuvent faire face à toutes sortes de choses devant cette société patriarcale. Ce n'est pas seulement l'habilitation de façon isolée qui fonctionne. Au sujet de l'intersectionnalité, il faut vraiment intervenir dans tous les secteurs sociaux. Le gouvernement aussi devrait introduire des congés rémunérés. Nous aimerions demander au gouvernement de l'appliquer au secteur privé où qu'on travaille, qu'il soit syndiqué ou non. Je sais que le Canada maintenant a des congés en cas de violence familiale. C'est ce qu'il nous faut aussi. Lorsqu'une femme se plaint en Inde, elle est victimisée davantage ou elle est congédiée. Il y a aussi des stigmates qui y sont associés. On blâme la victime, que ce soit dans la famille, le mari, les amis, les collègues. Alors, ce sont des choses que le gouvernement pourra faire tout de suite, sans que ça coûte cher. Je sais que le gouvernement pense toujours au prix que cela coûte, mais ça ne coûterait pas grand-chose. Merci. Je retourne à Joanna. Nous voulons influencer les politiques et les programmes. Qu'est-ce que nous pourrions faire au niveau communautaire? Est-ce que vous pensez qu'il y a des initiatives communautaires qui pourraient donner des résultats? Nous ne sommes pas Benguela, mais nous nous servons de notre imagination pour guérir, pour le processus de déconstruction et pour partager des informations très techniques et complexes. Donc, nous utilisons l'art et la créativité pour nous aider à partager de l'information, par exemple sur des tactiques où il y a beaucoup de potentiel, mais nous n'avons pas porté beaucoup d'attention à cela. Nous avons élaboré des contenus médiatiques. Ceci est un exemple d'un projet qui s'appelle Safer Sisters. Ça fait partie de GIPS. Très brièvement, on vous donne l'information. En voilà quelques exemples. Ce sont des applis que les gens utilisent. WhatsApp, Telegram. Vous pouvez partager ceci sur les réseaux sociaux. Vous avez de l'information cryptée pour que les gens changent leurs pratiques. Nous avons aussi quelque chose au sujet de mots de passe puissants, surtout si vous êtes ciblé par des propos haineux en ligne. Ensuite, Safer News. Il y a Safer News et pas de dissémination d'images intimes. Ce sont les formes les plus courantes de violence fondée sur le sexe. Il y en a qui prennent leur revanche de cette façon, sans le consentement des autres. On voit que plusieurs blâment les victimes, en fait. Alors, c'est pourquoi on a décidé de faire cela en format libre service, quoi, dans une perspective féministe, vu que les égaux portraits de nus et autres auto-représentations peuvent aussi être des gestes politiques. C'est à nous, quand même, de décider si on veut partager une photo avec qui et comment. Alors, nous présentons cette perspective féministe dans le débat.
et nous donnons des indices. Par exemple, si vous voulez faire cela, sachez que ceci et cela. Vous risquez de voir quelqu'un porter atteinte au lien de confiance qui vous pensiez exister. Ensuite, on dit utiliser votre imagination pour imaginer l'avenir des femmes, des féministes. Si vous aviez des valeurs féministes enchâssées dans vos programmes, qu'est-ce que ce serait? Alors, on aide les gens à envisager des avenirs de transformation vraiment grâce aux technologies. Les technologies utilisées sont développées par des hommes dans à Silicon Valley. Et peut-être que si les technologies étaient enseignées différemment, les femmes seraient moins exposées à ces formes de violence numérique. Merci. Alors, je vais vous demander, vu que ce que vous faites à Coding Rights, c'est que vous pourriez utiliser aussi ces plateformes pour la loi. Pouvez-vous nous donner des exemples de ce que vous faites pour promouvoir les droits et l'accès à la justice? Oui. On a élaboré, conçu une plateforme qui ont été présentées au Congrès national. Et on recueille tout ce qui a trait aux droits numériques, en l'accès, protection des renseignements personnels, etc. Et maintenant, nous avons 25 propositions préliminaires de loi qui ont trait à la technologie sexo-spécifique. Et nous avons aussi fait des analyses de la qualité de ces propositions, toujours en pensant aux droits de la personne, mais surtout si on s'attaque à la nature décentralisée de l'Internet. Et suite à ces analyses, on a vu que la plupart des programmes sont nocifs, probablement pas proposés par des gens, des gens éclairés ou par des femmes. Alors, mon point, c'est que parfois, une proposition de loi n'améliore pas nécessairement les choses, mais peut mener, par contre, à plus de surveillance. L'année dernière, nous avons présenté un rapport sur la violence faite aux femmes en technologie, présenté cela au rapporteur spécial des Nations unies, ce qui a inspiré une résolution sur le sujet qui a été parrainée par le gouvernement canadien. Et dans ce rapport, nous proposons diverses recommandations pour les gouvernements et le secteur privé pour traiter de la question. Aussi, il faut se dire que le secteur privé a un rôle important à jouer parce que, au final, ce sont les plateformes qui décident si des gens haineux peuvent rester en ligne, si le contenu féministe sera censuré et ce genre de choses. Aussi, il y a la censure qui peut être une forme de violence. Et plus particulièrement pour le secteur public, il y a d'autres recommandations dans ce rapport. J'aimerais en citer 3, les plus importantes. La première, veut promouvoir l'accès à la justice et au renforcement des capacités à la sensibilisation des forces judiciaires et policières. Les agents de police, les avocats, les juges doivent être formés pour traiter avec ces cas. Nous voulons promouvoir le sentiment d'impunité et de revictimisation
des personnes attaquées par la technologie. Les autres recommandations préconisent également la protection des données, l'encryptage et l'anonymat. Je sais que ça peut être compliqué parfois quand on parle d'encryptage et d'anonymat, violence fondée sur le sexe. On a constaté, comme je l'ai dit, dans l'exemple des femmes unies contre Bolsonaro, il y a toutes sortes d'attaques qui se font par la technologie. Les perpétrateurs de violences fondées sur le sexe tirent avantage de cela, de ce qui est disponible en milieu numérique. Alors, promouvoir la protection des données est essentiel. Aujourd'hui, nous venons de lancer un rapport sur le consentement par rapport à nos données pour transposer une partie du débat féministe autour du consentement, le consentement nécessaire pour la protection des données. Et quelqu'un a dit, il faut pouvoir dire non. Quel est notre pouvoir de dire non sur ces plateformes qui sont dirigées par des monopoles? On consent tout le temps. Alors, on aura un plus grand débat sur l'intimité, la sécurité des renseignements personnels. Merci, Joanna. Et maintenant, j'aimerais revenir au transport, Amar. D'après votre travail, quelles sont les façons concrètes d'assurer l'égalité dans le transport en commun? Mais ça peut paraître surprenant, mais avant de parler de solutions concrètes, ce que j'ai découvert à ma grande surprise, c'est que quand on présente ces preuves et les données dont j'ai parlé, je vous ai parlé avec les décideurs, on se demande vraiment si ça arrive. Est-ce que c'est possible dans notre ville? La première réunion que j'ai eue avec des hauts fonctionnaires, et ils m'ont dit, non, nous n'avons pas vraiment de problème de harcèlement ici. Et quand j'ai dit, mais voyons, de quoi parlez-vous? Ils m'ont demandé si j'avais des preuves et ils voulaient les voir. Alors, j'ai recueilli les dernières 5 années de plaintes qu'on a reçues et il y a eu 5 ou 6 cas de femmes qui avaient été harcelées. Et donc, ils m'ont dit qu'on avait un problème social, mais notre problème, finalement, ça revient à ce que vous avez dit, Margaret, au début, c'est que les chercheurs ont un rôle important à jouer pour faire valoir cet enjeu, parce que, à moins de le faire, tout le reste qu'on pourra faire ne fera pas de différence. Alors, au lieu de trouver des solutions avec des essais sur le terrain, on a demandé aux femmes qui étaient dans les transports en commun. Et certaines des choses qui ont été mentionnées le plus souvent, c'est ce que vous avez dit. La première chose qu'ils disaient, c'est qu'on veut des patrouilles, on veut un contrôle, quelqu'un qui surveille les femmes. Et ensuite, d'autres choses étaient moindres, peuvent paraître banales, mais quand même, dans une grande station de transport en commun, quand une femme descend de l'autobus, pour prendre l'autobus local, par exemple, pour circuler en ville, il y a peut-être une marche de 50 ou 100 mètres à faire. C'est censé être un trottoir, mais en fait, il y a beaucoup de déchets. Donc, la femme doit souvent marcher dans la rue, ce qui est dangereux. Et puis, il y a des rickshaws et des chauffeurs de taxi qui s'arrêtent, qui leur offrent de monter à bord. Alors, c'est un problème, mais c'est un petit ajustement qui pourrait être fait. L'emplacement de l'arrêt d'autobus pourrait être déplacé aussi. Et voilà, ça ne coûterait pas très cher. Et similairement, comme je l'ai dit, la question de l'attente aussi est très importante. Dans les transports de masse, le système ferroviaire, par exemple, on a élaboré une norme pour que les femmes s'installent au devant de l'autobus. Alors, des hommes et des femmes des services policiers s'assurent que les hommes et les femmes sont séparés et que tout se fasse dans l'ordre.
Mais c'est un couteau à deux tranchants, vraiment, parce que il y en a qui se demandent pourquoi voulez-vous nous mettre en cage de cette façon? Pourquoi ne pas réprimander les perpétrateurs plutôt que de nous isoler? C'est vrai. Donc, c'est un couteau à deux tranchants. Ensuite, on a parlé d'avoir des affiches dans les véhicules. Comme j'ai vu à Boston, des affiches rappelant à tout le monde les lois locales, par exemple, indiquant qu'il y a des caméras qui les surveillent. Et ensuite, on a dit qu'il fallait avoir des campagnes de sensibilisation et des cours de formation pour les chauffeurs qui font monter des passagères à bord, parce qu'eux aussi pouvaient devenir des perpétrateurs. Dans les années 90, dans les petits autobus que l'on retrouve un peu partout au Pakistan, il y a une loi qui dit que les 2 sièges avant sont réservés aux femmes. Mais il y a bien des femmes qui m'ont dit ça, en soi, ça peut devenir un problème parce qu'on est à côté du chauffeur. Donc, il y a des interventions comportementales intéressantes qui ont été faites au Mexique et ailleurs. Ils ont offert de la formation où le chauffeur écrit le nom de sa sœur ou de sa femme et utilise ce nom pour penser à une femme qui est harcelée ou qui a un problème, pour qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font, qu'ils pensent à leur être cher. Donc, c'est pas nécessaire de dépenser de l'argent à coups de millions pour régler le problème. Ce sont grâce à des conversations comme celle-ci et en travaillant avec les partenaires locaux qu'on aboutira à quelque chose. Merci beaucoup, Amar. Alors, on peut faire des choses au niveau communautaire, mais il y a aussi beaucoup de conséquences pour l'économie dans son ensemble. Je me demandais si vous pouviez parler un peu des changements économiques et des impacts économiques. Peut-être parce que je me suis tenue beaucoup avec un économiste à la Kennedy School, mais à moins de décloisonner cet enjeu et à moins de demander au ministère des Finances de s'occuper de cette affaire, le gouvernement ne va jamais faire les investissements requis. Alors, nous voulons essayer de situer tout cela dans le contexte plus général de croissance économique. Le programme qu'on a au CRDI ici nous a aidé à clarifier notre réflexion là-dessus. Mais essentiellement, je vois que la mobilité dans un monde de plus en plus urbain est essentielle à tout ce que l'on fait, que ce soit accéder à un emploi ou simplement le divertissement, aller au parc en soirée. Il est très important de pouvoir se déplacer. Et comme je l'ai dit plus tôt, comme les femmes ont des besoins particuliers, à moins qu'on fasse des investissements supplémentaires, les femmes ne pourront pas accéder à autant d'emplois. Par exemple, prenez les déplacements qui durent 1 heure. Si vous marchez, les femmes marchent plus que les hommes. À combien d'emplois pouvez-vous accéder en 1 heure si vous ne pouvez pas prendre le transport en commun? Ça fait une grosse différence. Alors, en théorie, les travailleurs peuvent avoir des emplois mieux rémunérés et couvrir une plus grande distance, alors au niveau macro, et cela devrait engendrer des bénéfices de productivité pour une ville. Et c'est pourquoi je pense qu'on devrait avoir des politiques économiques là-dessus. Et pour documenter cela, il faut déployer davantage d'efforts, il nous faut plus d'investissements et plus d'études. Super. Merci beaucoup. Merci à nos 3 panélistes. Je pense que ils vous ont donné un avant-goût de leur recherche et des résultats qu'ils ont obtenus. Maintenant, on a 25 minutes pour ouvrir la conversation à vous tous dans la salle. Alors, vous avez la parole. Et on vous invite à poser des questions dans l'une ou l'autre langue officielle. Et nous avons 2 micros, l'un ici, l'autre là. Et ne soyez pas gênés. Aux questions dans l'une ou l'autre langue officielle. OK, madame, oui, la première question. Et if there's more, yeah, we'll just batch them up together. People aren't normally shy. Please. I'll just start thinking. Bon, je vais commencer. Présentez-vous. Jane. J'ai fait de l'enseignement et de la recherche sur le développement et le sexe depuis les années 80. Et merci de cet entretien vraiment fascinant.
J'étais très heureuse d'entendre parler des conditions prévalentes pour les femmes au travail à des niveaux moins spécialisés. Et aussi, je voulais vous dire qu'il faut penser que les inégalités fondées sur le sexe existent à tous les niveaux. Par exemple, dans les 500 premières compagnies du monde, les femmes qui sont en tête de ces compagnies représentent moins de 5 %. Alors, dans le domaine de la haute technologie, au tout début, les femmes représentaient 26 %, maintenant 24 %. Alors, plusieurs femmes s'essaient et se rendent compte que c'est un club d'hommes qui n'est absolument pas conçu, pensé pour les femmes, même les langages corporels. Et ça, c'était comme ça dans les années 80. Et la même chose en politique, d'ailleurs. C'est toujours un milieu d'hommes. Alors, comment changer les choses? Eh bien, cela nous rappelle que ce n'est pas seulement une question d'élever des femmes qui sont désavantagées, mais il faut penser à ces inégalités fondées sur le sexe à tous les niveaux, dans toutes les institutions, affaires, gouvernement, à tous les paliers, tous les niveaux, partout. Et sinon, on peut se dire qu'on peut trouver des solutions pour aider les femmes qui n'ont jamais eu plus qu'une troisième année pour qu'elles puissent poursuivre leurs études. Mais je pense que c'est plus que cela. Le problème d'inégalité sexuelle se retrouve partout. Est-ce qu'il y a une autre question ou un commentaire? Bon, je suis d'accord, dit-elle. Oui. Merci. Oui. Sophia Torino. Je m'occupe des femmes dans les milieux d'emploi informels. Alors, Raki, merci beaucoup de votre demande davantage de syndicats. Je suis bien d'accord avec cela. Ma question s'adresse à Amar et Joanna. Est-ce que, Amar, enfin, quelle est votre perspective au sujet des gens au Pakistan qui réalisent de grands changements de politique à titre de mouvement social du bas vers le haut? Et Joanna, au sujet de l'économie en ligne, j'ai travaillé de près avec les travailleuses domestiques. Et une chose qui m'inquiète, et je voulais votre perspective là-dessus, pour ce qui est de l'économie en ligne, c'est que les travailleurs domestiques et la prolifération que l'on voit, ces personnes se rendent dans la maison d'un employeur derrière des portes closes et on sait que il y a encore beaucoup d'anonymat sur les demandes qu'on voit, les demandes d'emploi, parce qu'on voit l'économie en ligne comme... Je voudrais qu'on aille un pas plus loin dans ces relations. Par exemple, qu'on étudie davantage la relation employeur-employé pour les travailleurs domestiques. Je pense que c'est un groupe particulièrement vulnérable. Thank you very much. Well, let's, while the rest of you... Bon, pendant que vous préparez vos questions, je vais vous demander s'il y a des commentaires généraux de la plupart d'entre vous. Au sujet du premier commentaire, et ensuite, vous aurez quelque chose de plus détaillé pour Anna. Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Je pense que surtout en Inde et en Asie du Sud, le mouvement, moi aussi, nous avons notre propre version en Inde, a vraiment fait ressortir sa conversation. La version américaine, bien sûr, est différente. Les femmes instruites de la classe moyenne et de l'élite qui devrait être protégée ne sont pas protégées non plus.
Mais on voit qu'il y a iniquité d'accès parce qu'il y a un mouvement qui a été lancé sur les réseaux sociaux. Et les femmes dans les secteurs agricoles et industriels n'ont pas ces privilèges. Donc, il faut même les protéger. Même les femmes qui signalent l'harcèlement et qui partagent leur expérience font face à un ressac. Elles ont peut-être un peu plus de soutien moral ou familial, mais les femmes au bas de l'échelle n'ont pas ce genre de protection. Elles travaillent dans les champs, donc leur vie en dépend. Elles sont beaucoup plus vulnérables. Il faut aborder les iniquités structurelles. Et il y a aussi la violence physique qui a un prix, la religion. Il y a aussi du lynching qui a été fait en Inde. Donc, je suis d'accord avec vous pour dire que les femmes qui ont toutes sortes d'antécédents sociaux, oui, nous traitons avec une société patriarcale. Nous avons fait des progrès dans la patriarchie. Il y a encore beaucoup à faire. Et n'oubliez pas que les femmes au bas de l'échelle sont beaucoup plus vulnérables et sont moins en mesure de signaler leur expérience. Donc, qu'elles soient d'accord ou non, je pense qu'il nous faut une approche plus désagrégée. Rapidement, lorsque nous avons commencé à travailler sur le transport, on a dit qu'il y avait un effet sur les femmes qui n'ont pas de voiture particulière, qui ont un revenu très faible. Même les femmes qui ont une voiture, un moyen de transport, elles font face à toutes sortes de gestes répréhensibles. Même si vous êtes une femme qui a un bon travail, et ce qui n'est pas surprenant dans l'auditoire, c'est que quelle que soit votre façon de vous vêtir, que vous ayez un hijab ou que vous sortiez avec vos amis, il y a autant d'harcèlement dans la rue. Donc, c'est un peu comme quelque chose qui est un facteur qui permet d'égaliser. Vous voulez ajouter quelque chose? Je suis tout à fait d'accord. Parce qu'on met sur pied des plateformes pour faire valoir certaines valeurs, et certaines valeurs sont neutres. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on voit de plus en plus que ce n'est pas le cas. Donc, ça a un effet sur notre interaction avec les technologies. Ceci affecte notre avenir. Mais il y a de plus en plus de femmes qui forment des collectifs ou qui favorisent des femmes dans des entreprises en technologie. Et si on ne change pas ça, il va être difficile de changer le paradigme. Facebook a été créé par un étudiant de Harvard qui avait commencé par dresser une liste de jolies femmes. C'est comme ça que ça a commencé. La plus grande plateforme où on est actif ou du réseautage. Pourquoi est-ce que les familles restent dans cette structure? Merci. Notre deuxième question est bien précise. Tout le monde peut répondre. On a parlé d'Anne-Marie et de Johanna, mais deuxième question. Vous serez heureux de savoir que nous sommes partenaires avec HomeNet. Il y a des réseaux dans certaines localités
Et nous avons eu des groupes cibles qui nous ont aidés. Donc, ça fait partie intégrante de cela. À un certain niveau, c'est un peu triste lorsqu'on a parlé à des travailleurs domestiques très mal payés. Ils ont dit, pourquoi est-ce que vous nous parlez de ces choses-là? Parlez-nous de nourriture et de choses fondamentales, c'est notre mode de vie. Oui, c'est une question importante. Mais si je donnais un ordre à ma situation, mes conditions, c'est le moindre de mes soucis, ce qui est vraiment triste d'une certaine façon. Mais c'est vrai qu'en général, ceci touche tous les segments de la société. Joanna? C'est du travail difficile. La mondialisation de ce travail représente un défi. Il y a plus de flexibilité, beaucoup plus de choix et d'indépendance dans son travail, mais aussi la précarité. Il y a beaucoup de risques pour la sécurité. Je pense que la réponse est multiple. Il faut continuer de se battre pour une application des lois du travail et de faire le lien avec le débat sur la technologie. Par ailleurs, il faut créer des compagnies qui vont développer ces technologies de façon continue. C'est compliqué. Si vous permettez, si on travaille avec c'est un peu comme les travailleurs domestiques, ils ont leur propre système, même s'ils n'utilisent pas les applis. Elles peuvent se dire, ne va pas dans cette maison-là, ils ne vont pas vous payer, ils vont vous faire travailler plus que votre contrat, ou ils ne payent pas à temps. Ils ont leur propre système de référence. C'est vrai que l'emploi par les applis augmente l'anonymat, mais il y a aussi des groupes organiques sociaux qui existent. Une façon de résoudre ceci, et je pense en tant que syndicaliste, il faut réfléchir comment fonctionne cette énergie et la plateforme comme les conducteurs Uber. Personne ne pensait au début que lorsque les chauffeurs voulaient se syndiquer et que la plateforme survivrait. Étant donné qu'on ne peut pas retourner en arrière, nous avons déjà cette technologie. C'est à nous, travailleurs, de comprendre comment fonctionne la technologie et comment nous pouvons épauler les travailleurs dans la lutte pour leurs droits. Je pense que les travailleurs commencent à se rendre compte comment fonctionne la technologie et comment elle fonctionne. Et bien souvent, les travailleurs sont bien meilleurs pour comprendre comment ça fonctionne que nous. Donc, nous n'avons pas besoin d'avoir peur de la technologie. C'est quelque chose qui est un facteur égalisateur. Parce que s'il n'y a pas de relation qui existe, il faut travailler pour la créer. Encore quelques questions? Tout d'abord, merci à CRDI pour tout cet ensemble de conférences qui nous informent sur l'égalité des genres. Ma question serait pour Joanna Baron. Et c'est une question, en fait, je suis très intéressée par le sujet qui est abordé aujourd'hui. Je suis assez novice dans tout ce qui est les technologies. On entend parler de la violence faite aux femmes et des inégalités dans plusieurs domaines. On connaît un peu MeToo, mais bref, récemment, j'ai vu passer qu'il y avait des plateformes où on pouvait être anonyme et puis ça a été comme « Oh, OK, la Terre est ronde » pour moi.
Et puis, très rapidement, j'ai une tante qui est une féministe militante, et puis j'y avais posé une question sur Facebook. Elle m'a dit, je vais t'appeler. Je refuse de te répondre sur Facebook. Alors, voici ma question. Moi qui ne s'y connais à peu près pas en technologie, est-ce qu'il y a des façons pour les féministes activistes, les féministes militantes, de faire des petites actions en environnement? On dit le citoyen peut utiliser moins d'eau, le citoyen peut utiliser moins de déchets, la citoyenne peut. Qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyenne, citoyen, au niveau des plateformes médias que je connais tellement rien, pour agir en accord avec nos valeurs et de l'égalité des genres? Voilà ma question. Well, thank you. Okay, so we have a number. Il y a plusieurs personnes. Maintenant, nous allons répondre aux questions. Sheila Rowland. Je suis anthropologue social de l'Université à Carleton. Je fais de la recherche sur les genres en Afrique du Sud. Merci beaucoup. Votre panel est très intéressant. J'ai été très contente d'entendre parler de l'expérience des femmes dans la recherche. Vous avez aussi abordé des questions structurelles. La question à Olivia est la suivante. Quelles sont vos expériences ou stratégies en ce qui concerne l'inclusion de nos homologues masculins? Quel genre de recherche est-ce que vous avez fait pour inclure les concepteurs masculins, etc.? Kind of guide the structures or develop the structures in which we're actually Parce qu'il y en a quand même qui subissent toutes ces différentes formes de violence. Bon, alors on viendra à vous sous peu. Katie Feenan, je travaille pour une organisation qui s'appelle le Forum de politique publique. Alors, nous sommes un groupe de réflexion et récemment, j'ai travaillé sur un événement où on a parlé de cyberharcèlement et des impacts sur les femmes en vie politique. Alors, ma question s'adresse à Joanna aussi. Je suis heureuse du commentaire que j'ai entendu sur l'anonymat parce que, pour ajouter un peu à ce que vous avez dit, Facebook et toutes ces plateformes ont été créées aux États-Unis où la liberté de parole est très importante. Et pour l'anonymat des femmes et des gens, par exemple, dans d'autres pays, les pays où il n'y a pas autant de liberté d'expression, c'est quand même très important. Alors, la question maintenant, vous avez parlé de recommandations au sujet des services policiers et de contrôle. Et je suis curieuse, avez-vous des exemples que vous pourriez nous donner de pays où ils vont faire avancer cette question? Parce que je sais qu'au Canada, on a un problème avec les services policiers et le cyberharcèlement aussi. Moi aussi, je suis de WeGo. J'ai un petit commentaire et puis une question. Comme vous le savez, 92% des femmes qui travaillent dans des pays en développement ont des emplois formels. Alors, je nous encouragerais dans la conversation sur la violence faite aux femmes de penser des milieux de travail informels aussi, c'est-à-dire les résidences privées, les milieux publics. Il y a différentes formes de harcèlement auxquelles peuvent être confrontées des femmes dans ces milieux, violences économiques ou psychologiques. Voilà pour mon commentaire. Alors maintenant, j'ai une question précise pour Raki. Vous avez parlé d'améliorer les conditions de travail dans les usines. Et comme nous concentrons surtout sur les travailleurs à domicile dans des milieux informels, si vous aviez essayé de combiner le milieu industriel avec le milieu domestique dans les résidences privées. Merci, Hassan. Je suis professionnelle en politique publique. Merci de cette séance très informative.
Ma question s'adresse à Amer et Raki. Votre recherche et votre travail se concentrent sur les secteurs urbains pour réduire la violence faite aux femmes. Au Pakistan et en Inde, la population est davantage rurale. Alors, je me demandais, et comme Raki l'a dit, il y a d'autres facteurs sociaux en jeu. D'après votre recherche et votre travail, quelles seraient les façons d'amener des changements à long terme qui aideraient l'économie? Bon, on a une longue liste maintenant. Dernière question. Consultante indépendante. Je voudrais savoir si vous avez étudié les femmes qui ont été victimisées quand elles rentrent chez elles, si elles obtiennent de l'aide de l'homme et des femmes dans leur famille, si elles sont soutenues. Avez-vous trouvé des solutions pour les femmes et leurs familles? Et aussi pour les perpétrateurs, je me demande tout le temps, ces hommes-là ont des femmes, ont des filles et ils ont tous une mère. Est-ce que ce n'est pas assez pour les sensibiliser au fait qu'ils font d'autres femmes des victimes? Aussi, je suis d'accord avec les solutions qui ont été proposées, mais je trouve qu'il est triste que quand on parle de maltraitance des femmes, cela peut nuire à la situation économique. Et je trouve cela triste. Combien d'autres cas nous faudra-t-il pour qu'on s'en occupe sérieusement? Les femmes qui ont une voiture, qui ont une belle vie, ce sont ces personnes-là qui élaborent les politiques. Est-ce qu'ils comprennent vraiment, ces gens-là, ce que les femmes vivent? Bon, merci. Alors, on a beaucoup de questions. Je pense qu'on peut maintenant passer à Joanna. Si vous avez des commentaires à faire rapidement, puis ensuite, on vous demandera à tous les trois de conclure. Si on ne couvre pas tous les aspects, vous pouvez toujours venir nous voir après la levée de la séance. Alors, on fait de notre mieux pour tout de suite. Je commence par vous, Joanna, puisque quelques questions vous étaient adressées. Je vais répondre à la question sur les féministes qui interagissent par la plateforme. Ensuite, je vais parler de l'application de la loi, les services policiers. Quand on interagit sur l'Internet, on n'ajoute pas notre nom. Quand on va dans le clavardage ou quelque chose comme ça, sur Crazy Cat ou autre chose. Mais maintenant, il y a eu un changement. Tout le monde met son nom, on voit votre visage, vos familles, vos bébés, tout cela est exposé. Et il y a toutes sortes d'éléments de notre identité qui sont recueillis sur une plateforme ou auprès d'une compagnie comme Facebook ou WhatsApp, Instagram. Il en est ainsi maintenant. Et il nous faut fonctionner selon cet environnement pour faire avancer nos programmes, mais on peut aussi critiquer, se montrer plus difficile des gens avec qui on partage, mais il y a de plus en plus de technologies, de services, de serveurs féministes aussi, indépendantes, toujours plus. Alors, il faut promouvoir ces solutions de rechange, ces autres technologies qui ne fonctionnent pas toujours à la perfection, comme Google, mais il faut être patient et collaborer, parce qu'alors, il y a d'autres valeurs qui sont importantes. Et alors, on peut créer un équilibre ou promouvoir cet équilibre.
Alors, peut-être qu'on pourrait avoir un Facebook plus féministe, mais il faut vérifier les autres initiatives plus indépendantes ou plus féministes. L'Amérique latine est une région très propice au cyberféminisme. Et je serai heureuse de partager cela avec vous plus tard, si vous voulez. Les services policiers, bon, des bons exemples, je n'en ai pas du tout. Chaque fois qu'on est saisi de certains cas qu'il faut aller à la police, il revictimise la victime encore. Et il y a toujours des difficultés quand on veut traiter avec la police pour les cas de violence sexo-spécifique. Ensuite, vous avez parlé de violence technologique ou facilitée par la technologie. Et bien, ça, il y a un autre niveau. On dit, ben, c'est seulement l'Internet, mais et c'est une violence constante, qui est permanente, qui touche à votre vie physique. Ça, c'est un aspect. Ensuite, pour les contrôles policiers, s'ils écoutent vraiment ce que la personne dit, ils pourront adapter leur procédure d'enquête. Par exemple, il y a une femme qui était menacée par un homme et qui avait des images intimes. Elle est allée voir la police qui a dit « Montrez-moi les photos ». J'ai dit « Non, je ne veux pas montrer les photos de moi nue ». Alors, elle est rentrée chez elle, finalement. Alors, en conclusion, il faut penser à cela comme un enjeu à plusieurs niveaux, ce que peut faire l'État, bien sûr, et puis il faut éduquer, sensibiliser les agents des services policiers, des services d'application de la loi, mais en même temps, on peut avoir des solutions technologiques aussi pour rehausser la sécurité. On peut fonctionner, on peut utiliser les plateformes, mais bien souvent, la solution, c'est interagir avec les gens de ces plateformes. Plateformes qui devraient protéger justement l'anonymat. Et ensuite, l'aspect communautaire. Il faut avoir un réseau de soutien. Si vous êtes attaqué par quelqu'un, il faut que la communauté vous soutienne. Alors, il faut penser à cela, utiliser la technologie en étant entouré de la communauté pour se protéger. Alors, Amar, au sujet de la réaction des hommes, je pense qu'il y a eu 2 questions là-dessus. Si vous regardez maintenant dans la salle, je compte 80 personnes dans la salle et il y a quoi? Une douzaine d'hommes. C'est moins de 1 sur 6. Et j'ai vu cela à Washington, à Londres, enfin, partout où il y a des panels comme cela. On est toujours moins nombreux. Alors, il faudrait inclure davantage d'hommes à la conversation. Et dans notre recherche, on utilise quelques hommes aussi. Et dans notre... par exemple, si un homme et une femme prennent le même transport en public à peu près à la même heure chaque jour, pourquoi leur réaction est-elle différente? On a analysé cela. C'est important pour nous. Quant à la réaction des hommes aux femmes qui sont confrontées à ce genre de problème, j'ai constaté que la plupart des femmes ne signalent pas ces incidents à leur famille. C'est parce que la première réaction de la famille sera reste à la maison, alors ne sort pas. Donc, c'est très difficile pour elles. Elles se retrouvent vraiment comme prises au piège. Ensuite, en milieu rural, je pense que ce qui est crucial, c'est qu'il y a de nouveaux
nouvelles choses qui viennent de Harvard qui disent que dans les métiers spécialisés, il y en a pour les femmes. Ils ont constaté que il y a des parois de verre. Une femme qui veut sortir à 500 mètres de son village, sortir de sa sphère, il y a non seulement des obstacles physiques à son déplacement, mais aussi de gros enjeux sociaux. Alors, la mobilité des femmes est limitée, même en milieu rural, même si les communautés sont tissées serrées. Et il est très réconfortant de rester dans son milieu, alors dans son petit cercle. Je suis certain qu'on va manquer de temps. Alors rapidement, pour répondre à la question de Sheila, oui, nous avons inclus des entrevues avec des collègues qui travaillent dans des usines, des superviseurs. On avait aussi questionné des gardes de sécurité, des sous-traitants. On ne s'est pas rendu au cadre intermédiaire et à la haute direction, mais j'ai fait une entrevue avec un patron qui n'aime pas d'habitude parler à des chercheurs. Et c'est un problème, on le sait. Et je pense, et il y a déjà des organisations qui travaillent avec les hommes et on voit que les femmes, on a fait des groupes de réflexion hommes seulement ou femmes seulement et des groupes mixtes. Et il est vrai qu'il faut avoir des groupes unisexes et des groupes mixtes pour trouver des solutions. Comme on l'a dit, ce sont des idées qui sont profondément enracinées, mais il y a de la résistance maintenant et je pense que les solutions reposent là-dessus. Ce sont les travailleurs, les travailleuses eux-mêmes qui doivent résister et à ce moment-là, il y aura vraiment un changement d'attitude. Par exemple, une façon que l'on préconise pour aborder les négociations d'affaires, c'est quand un collègue fait quelque chose de malaisant, on peut se demander comment résister sans pour autant en faire une confrontation et qui résulte en votre mise à pied. Alors, il faut que les femmes trouvent elles-mêmes des solutions. Elles pourront en trouver elles-mêmes. Et je pourrais vous donner d'autres exemples, mais on peut poursuivre la conversation après la levée de la séance. Alors, et nous avons déjà amorcé la conversation avec les services policiers et les groupes de travailleurs et nous avons un comité de plainte locale aussi qui semble penser que on a dit que d'après le langage corporel de la plaignante, on peut voir ce qu'elle veut, mais vraiment, d'après ce qu'elle porte et d'après son langage corporel, vraiment, on a bien du chemin à faire. Rapidement, est-ce que je pourrais répondre à votre question sur les travailleurs domestiques? Eh bien, je sais que l'Inde a déjà un projet là-dessus. Alors, on ne s'est pas concentré là-dessus, nous, mais ce qu'on a voulu faire, c'est essayer de voir ce qui arrive de l'usine à la maison. On a vu qu'il y a eu un changement depuis les 10 dernières années. Je pense que les compagnies font de plus en plus de travail à domicile, chez eux, en fait, pour un meilleur contrôle de la qualité. Les femmes à qui on a parlé, qui travaillent à domicile, le font parce qu'elles avaient des enfants qu'elles ne pouvaient pas laisser nulle part parce qu'il n'y a pas de garderie, de service de garde, ou alors que le mari ne voulait pas qu'elles sortent pour travailler, ou alors il y avait des raisons sociales, des raisons de santé. Et ce sont ces femmes qui se limitent à rester chez elles, à travailler chez elles. Ensuite, une femme qui est confinée à son domicile, la journée que son mari a une journée de congé, c'est la journée qu'elle sort.
There are ways that women are challenged. Les femmes lancent ça au défi et il y a encore beaucoup à faire. Mais en ce qui concerne les entrepreneurs, croyez-le ou non, la plupart des sous-traitantes sont des femmes. Elles prenaient des femmes de leur quartier, des coins de rue, les recrutaient comme travailleurs journalières et les emmènent dans les manufactures, les usines. Et il y a différents emplacements, mais il y a d'autres facteurs et pressions sociales qui entrent en jeu. Et je n'ai pas parlé non plus du fait que ça a été très difficile pour l'intersectionnalité. Et il a été très difficile de décloisonner. Parce que si vous êtes une femme rurale d'une certaine région, la violence à laquelle vous faites face est associée à différents facteurs. Même l'accès aux toilettes. Dans les milieux où elles travaillent, on a tendance à réduire leur utilisation à cause des castes. Parce que la plupart des tailleurs et des hommes dans l'industrie vestimentaire avaient des compétences historiques. C'était des gens qui faisaient des tissus et c'était des tisserands dans différentes usines. C'est comme ça que ça a été mis sur pied. Donc, c'était surtout des travailleurs musulmans et donc les femmes, normalement, ne travaillaient pas. Donc, c'est très complexe au niveau de base. On sait que ce sont des facteurs très complexes, mais pas insurmontables. Dernier mot. Les femmes victimes, pour répondre à la question de Jackie, ici encore, c'est bien complexe. Il y a beaucoup de femmes qui les appuient. Il y a des familles qui n'appuient pas les femmes. Mais les femmes disent qu'elles trouvent surtout du soutien auprès de leurs amies féminines. Beaucoup de recherchistes ont constaté que des femmes se faisaient des amis en marchant à la maison. Elles se réconfortent, elles se conseillent. Elles disent, bon, ça a besoin d'être signalé, on va derrière toi. Mais s'il n'y a pas de préparation, dans certains cas, beaucoup de femmes ne les aident pas. Donc, il y a encore beaucoup de traditions patriarcales. Donc, il faut traiter ça au cas par cas. Donc, pour les organisateurs de la conférence, il faut plus de prise de conscience. Une fois qu'elles peuvent poser des questions, elles vont prendre plus d'assurance ou affronter l'auteur du crime. Alors, il faut savoir comment soulever ces questions auprès de leur famille. C'est important de sortir de sa cage. Il n'y a pas, malheureusement, de réponse facile. Merci à vous trois. Merci aussi pour les questions qui étaient merveilleuses. Alors, ça a été un panel fabuleux. Nous avons vu beaucoup de recherches qui ont été faites. Alors, nous sommes sur la bonne piste. Merci beaucoup. Maintenant, je vais céder la parole. Nous avons le plaisir de travailler de très près avec Affaires mondiales Canada. Nous avons invité Kathleen Flynn-Dapa, qui est directrice adjointe de la prévention de la violence et des pratiques délétères. Nous en avons parlé ce matin aux Affaires mondiales.
Hello, good afternoon. Merci de me donner l'occasion d'être parmi vous aujourd'hui pour participer à cet événement merveilleux au nom de Affaires mondiales Canada. Today is such an important day. C'est une journée tellement importante aujourd'hui, la Journée internationale de la femme, pour appeler l'attention sur le travail qui reste à faire. Cet après-midi, j'ai eu le privilège d'entendre votre panel de recherchistes distingués. Et le thème aujourd'hui, c'est penser égal, bâtir intelligent, innover pour le changement. D'après les preuves et les recherches qui ont été faites, nous savons que c'est crucial. Sur le genre et sexo-spécifique est absolument fondamental pour atteindre l'égalité entre les sexes. Cette violation des droits humains des femmes et des filles a des conséquences énormes non seulement pour les femmes et les filles elles-mêmes, mais aussi pour la société, la prospérité, la paix et le développement. Et c'est la raison pour laquelle la politique d'aide internationale féministe du Canada met une telle emphase sur l'élimination de la violence sexuelle et sexo-spécifique, sous toutes ses formes et dans tous les contextes. Nous avons intégré cette priorité dans notre programmation de développement international. Dans notre approche pour livrer l'aide humanitaire, ainsi que dans le plan national d'action du Canada consacré aux femmes, à la paix et à la sécurité. The global data on this issue is alarming. C'est alarmant. Une femme sur 3 fait face à la violence dans tous les pays et dans toutes les sociétés, dans les zones urbaines et rurales, à la maison, à l'école, dans la rue, au travail et dans l'économie formelle, sur Internet et dans des camps de réfugiés. Et trop souvent, la violence faite aux femmes et aux filles est normalisée et n'est pas pénalisée. La discussion d'aujourd'hui est si importante parce que ceci a mis en lumière les conséquences de la violence, les conséquences structurelles aussi, dans ces 3 domaines où la violence est rampante. Ça a été frappant d'entendre les données que vous avez partagées, vos expériences et ce qui fonctionne dans différents domaines est essentiel. J'ai retiré tellement de choses du panel d'aujourd'hui. Il n'y a jamais suffisamment de temps pour en parler. J'aimerais aussi vous parler de certains exemples que nous offrons aux affaires mondiales au niveau international. On a parlé de technologie numérique qui a un rôle potentiel important dans l'habitation des femmes et des filles. Mais les avantages de ces technologies souvent sont minés par la violence en ligne qui s'adresse de façon disproportionnée aux filles et aux femmes. Il y a certains groupes comme les LGBTI et les défendeurs des droits de la personne qui sont ciblés davantage. Le gouvernement du Canada croit à la promotion et à la protection des femmes et des filles en ce qui concerne l'accès à la technologie numérique sans être exposé à l'abus et à la violence. Donc, nous avons travaillé avec la présidence du G7. Le point culminant a été le sommet du G7. Il y a eu aussi une résolution qui a été adoptée en 2018 sur la violence en ligne. On en parlait aussi de l'expérience des jeunes femmes qui prennent le transport en commun. En 2018, un rapport de l'UNPA nous a parlé de ce qui se passe au Sri Lanka. 90% des femmes ont été harcelées sexuellement dans les transports en commun. Nous savons que c'est le risque qui empêche les jeunes filles de poursuivre leurs études. Et donc, 130 millions de jeunes femmes de 16 ans et de 17 ans ne vont pas à l'école pour cette raison. C'est ce qui nous motive dans nos 2 organismes à prendre des engagements internationaux.
Par exemple, la violence axée sur le sexe est l'un des facteurs qui nous a permis d'annoncer un nouveau programme dans les États fragiles. Comme Dominique l'a dit au début, l'événement d'aujourd'hui est aussi un programme de mobilisation pour un programme qui va être dans 86 jours. Le Canada est fier d'être l'hôte de la conférence internationale à Vancouver en juin. Nous allons accueillir quelques 5 000 leaders des universitaires et des journalistes de partout au pays. Et il y aura aussi 1 000 personnes en ligne. C'est un mouvement mondial visant à promouvoir l'égalité des genres dans le monde entier. Un mouvement pour faire progresser la santé, les droits et le bien-être des femmes et des filles. Un mouvement qui donne une voix à un large éventail des personnes, notamment les peuples autochtones, les jeunes et les personnes vivant dans les situations de conflits et de crises. Le Canada est fier de prendre part à ce mouvement. Let me conclude now by thanking you again for this engagement. Merci encore pour ce panel. Nous allons continuer de travailler ensemble en tant que promoteurs pour assurer l'égalité. Bonne Journée internationale de la femme. Merci. Thanks so much, Kathleen. I think as a Canadian, we're very proud. Merci, Kelsey. En tant que Canadienne, je vous rappelle de cette conférence Women Deliver. Il y a des discussions organisées par le CRDI à Vancouver. Le prochain panel dans la série sera « Fracasser les plafonds de verre en sciences et en recherche ». Ce sera ici de 13h à 2h30 le 11 avril. Vous ne serez peut-être pas là, mais ce sera le prochain panel. Merci beaucoup d'être venu. Passez la journée ici. Restez à l'écoute. Surveillez ce qui se passe sur le site Web du CRDI. Donc, au nom de tout le monde ici, merci à nos panélistes pour leur recherche, leur courage, leur inspiration. C'est quelque chose qui nous assombrit. Et donc, il y a beaucoup de recherches qui se poursuivent. Ça fera la différence. Alors, merci beaucoup.